Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions sur Entracte Science où j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois sur cette chaîne, troisième fois sur cette chaîne, le docteur Christophe Hendricks. Christophe, bonjour. Bonjour. Donc Christophe, tu es un paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Tucumán en Argentine. C'est la première fois que nous avons un invité du continent sud-américain. Et donc, tu es un spécialiste des dinosaures et des faunes mésozoïques en général, avec une passion très prononcée pour les spinosauridés, d'ailleurs, pour lesquels tu tiens un site internet, le site spinosauridés.com, c'est ça? Spinosauridés.fr.gd qui est tout à fait obsolète. Je tiens à le signaler dès le départ. Depuis quelques années, donc oui, mais sinon, oui. Ouais, la science est une maîtresse chronophage. Exactement. Ouais. Mais justement, on va travailler à l'updater un peu aujourd'hui. Tu vas nous raconter des histoires de spinosaures et donc ton fond d'écran est tout à fait à propos puisqu'on va parler de la queue du spinosaure. Ça va être une belle histoire de belle grosse queue aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas la faire, voilà. Et on est spécialistes du genre, hein, toi et moi. Donc, ouais, des grands spécialistes de la queue. Voilà. Je m'en fous, je la garde au montage. Je m'en fous, moi je suis comme ça, moi. Donc Christophe, déjà, je vais avoir une longue série de questions pour le coup, mais la première de ces questions, ça va peut-être être faire un petit point sur Spinosaurus aegyptiacus. Notamment parce que c'est un taxon qui a une longue et tumultueuse histoire que tu avais déjà résumé dans notre précédente vidéo sur les spinosauridés, que je vais mettre quelque part par là ou par là, je sais pas trop où je serai sur la vidéo, mais voilà, je mettrai un petit lien pour accéder à cette vidéo, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit historique des découvertes spécifiquement de Spinosaurus aegyptiacus, parce qu'aujourd'hui, quand on parle spinosaure aujourd'hui, on parle pas spinosauridés, on va parler Spinosaurus aegyptiacus. Oui, mais je vais quand même commencer par définir l'animal, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est un spinosaure. Alors, Spinosaurus, c'est un genre de spinosauridés, un genre de dinosaure théropode qui a vécu dans le nord de l'Afrique, entre l'Albien et le Cénomanien, il y a entre 107 et 100 millions d'années. Et c'est le spinosauridé le plus récent, c'est également à présent le plus complet et le plus dérivé, c'est-à-dire que c'est le spinosauridé qui montre toute une série de caractères dérivés que d'autres spinosauridés un peu plus basaux et plus anciens ne montrent pas. Alors c'est un dinosaure tout à fait particulier, un dinosaure théropode qui, comme la plupart des autres spinosauridés, a un crâne dit crocodiliforme, c'est-à-dire avec un museau très allongé vers l'avant, très étroit, une marge des dents, des mâchoires inférieures et supérieures qui est dite sigmoïde, c'est-à-dire avec certaines dents qui pointent vers l'avant. Les dents elles-mêmes sont spécialisées, elles sont coniques. C'est le spinosaure, contrairement à d'autres spinosauridés, ne porte pas de denticules, de serration, comme sur un couteau. Par exemple, les narines du museau sont rétractées vers l'arrière. Les dents la dentition montre une très forte hétérodontie, c'est-à-dire avec les dents antérieures beaucoup plus grandes que celles postérieures. Et puis, ça, c'est pour le matériel crânien. Pour ce qui est du post-crânien, évidemment, Spinosaure est très connu pour avoir une voile dorsale. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a été nommé Spinosaurus. Spina, c'est épine, donc des épines neurales très allongées. Et puis, on va le voir aussi, et ça, c'est été montré assez récemment, des membres postérieurs courts, et puis une queue, alors ça c'est la grande nouvelle, une queue qui montre des épines neurales particulièrement longues, mais ça on va y revenir. Donc c'est un dinosaure qui montre toutes sortes d'adaptations, d'abord et avant tout à un régime piscivore. Alors on a des preuves directes, non pas seulement chez Baryonyx, ce spinosauridé qui vient d'Angleterre, où on a trouvé dans son contenu stomacal non seulement des restes d'un dinosaure juvénile, d'un iguanodon juvénile, mais également d'écailles de poissons qui montrent une sorte d'abrasion faite par des acides.
Mais également chez Spinosaurus, un très grand museau qui a été découvert il y a une dizaine d'années de cela, un peu plus. Hein. Il y a une écaille d'un poisson assez fréquent dans les Kemkem, Epidostes si je ne me trompe, qui s'est retrouvé par exemple coincé dans une des alvéoles. Donc manifestement, c'est un dinosaure qui se nourrissait majoritairement de poissons. Et alors c'est un dinosaure qui est connu aussi pour sa grande taille. On sait maintenant que le crâne devait avoisiner quand même les 1,60 m à 1,75 m. C'est quand même un crâne, le crâne d'ailleurs le plus grand de tous les théropodes et de tous les théropodes. Et donc une taille qui a été estimée à une longueur entre, voilà, ça aussi entre 13 mètres et 16 mètres. Il semblerait que ce soit le dinosaure théropode le plus grand à avoir existé. Il est connu, donc l'holotype a été découvert en 1912 par Richard Marggraf, qui est l'assistant d'un paléontologue allemand très connu qui s'appelle Ernst Stromer, qui en a fait une description en 1915. Il s'agit d'un matériel qui a été découvert en Égypte, dans cette oasis de Bahariya, qui a fourni d'autres dinosaures, mais donc Spinosaure est le plus connu d'entre eux. Et ce matériel a permis à Stromer donc, de définir Spinosaure, qui est donc ce matériel d'holotype. Et malheureusement, et c'est pour ça aussi que Spinosaure fascine autant, c'est ce matériel d'holotype a été détruit en 1944 lors d'un bombardement des Alliés, des Anglais, en avril 1944 sur le musée de paléontologie de Munich. Donc, tout le matériel qui a été décrit par Stromer et qui a permis de définir Spinosaure a été complètement détruit et disparu. En revanche, Stromer en a fait une description assez détaillée, excusez-moi, et les planches sont particulièrement détaillées également, elles sont très bien faites. Donc on a quand même ce matériel pour nous permettre de faire des comparaisons avec du matériel qui serait découvert plus tard, donc, ce qui a été le cas ces dernières années. Donc ça, c'est pour la petite histoire par rapport à l'holotype de Spinosaure, donc découvert au début du XXe siècle, qui a été détruit lors de ce raid aérien des Anglais en 1944. Et puis d'autres éléments ont été découverts, surtout au Maroc. Je vous ai parlé de ce museau gigantesque d'1 mètre de long, qui a permis d'estimer le crâne à plus d'1,60 m, découvert par des collecteurs dans les Kemkem. Donc les Kemkem, c'est une zone du Maroc située au sud-est du Maroc. On va y revenir aussi parce que c'est là qu'a été découvert un squelette relativement complet par Ibrahim et son équipe il y a une dizaine d'années. Et qu'est-ce que donc il y a eu d'autres éléments qui ont été découverts, surtout des éléments très fragmentaires, généralement dont on n'a pas d'informations précises quant au site, à la localisation, puisqu'il faut savoir que les Kemkem sont fouillés fortement par les locaux qui vendent les fossiles sur le marché. Et il y a plusieurs années de cela, dans les années avant les années 2000 et 2010, pas mal de paléontologues se procuraient ces matériels en les achetant. Et donc, par exemple, en 1996, un paléontologue canadien du nom de Russell a décrit des vertèbres et des éléments crâniens, comme par exemple une partie de mâchoire, de mandibule, qui viennent également des Kemkem, qui ont été achetés et dont on ne connaît pas la localisation précise, la localité. Et ça a permis à Russell de définir une nouvelle espèce de spinosaure, Spinosaurus maroccanus. Et d'après Russell, c'est une espèce qui se différencierait de l'holotype de Spinosaurus aegyptiacus dans la proportion des corps vertébraux, dans les centrums des vertèbres cervicales. Donc ça a permis à Russell de définir une nouvelle espèce, Spinosaurus maroccanus. Un museau qui a été découvert en Algérie et qui provient de dépôts albiens
a permis à Russell et à Taquet, ce paléontologue français célèbre, de référer ce museau à Spinosaurus maroccanus. Pourquoi maroccanus? On n'a pas vraiment les auteurs ne le justifient pas vraiment, parce qu'en fait, Spinosaurus aegyptiacus n'a pas son museau. Donc on sait à présent que oui, le museau appartient probablement, en fait, très probablement à Spinosaurus aegyptiacus. Et puis voilà, il faut évidemment parler de cette découverte qui a été faite par Nizar Ibrahim et son équipe, dont Paul Sereno, des paléontologues italiens comme Dal Sasso, celui qui avait décrit donc, ce grand museau, ont fait une découverte. Alors, ce n'est pas vraiment une découverte, puisqu'en fait, Nizar Ibrahim a fait sa thèse de doctorat sur les ossements vertébrés des Kemkem, et il a eu contact avec des marchands et des collecteurs sur place marocains, dont un qui lui proposait en fait des vertèbres et des épines neurales très allongées qui manifestement appartenaient à Spinosaurus. Et Nizar a demandé à retrouver ce collecteur, s'il l'avait perdu de vue déjà pour l'anecdote. Il a demandé à ce collecteur de le mener en fait sur le site où ce collecteur avait trouvé ces éléments-là. Et il s'agissait en fait uniquement de quelques restes de vertèbres dorsales, si je ne me trompe, avec des épines neurales. Et grâce à cela, Nizar a redécouvert le site d'un spinosaure articulé relativement complet. Chose quasi exceptionnelle parce que la plupart des éléments de dinosaures, de théropodes, surtout parce que les théropodes sont très fréquents dans les Kemkem, sont isolés. On a très peu de restes articulés. Et là, non seulement il a retrouvé le site où ce type-là avait trouvé des éléments, mais il a retrouvé donc le reste du squelette. Pas articulé, mais je veux dire donc avec des éléments qui appartiennent au même individu. Et voilà, ça a été une découverte qui a été publiée dans les années quoi, en 2015. Je ne me rappelle même plus la date. C'était 2014, je crois. Oui, c'est ça, 2014. Donc en fait, cette découverte majeure faite par l'équipe de Nizar Ibrahim, et publiée donc dans la revue Nature en 2014, révèle en fait une anatomie tout à fait particulière de spinosaures par rapport à celle de théropodes proches, comme par exemple Megalosaurus ou Tyrannosaure, qui est quand même un cousin relativement éloigné, mais donc qui montre en fait ce profil d'un dinosaure bipède avec des membres postérieurs robustes. Eh bien non, là, le spinosaure montre en fait des membres postérieurs très courts, un bassin particulièrement petit, et également lors des os des pieds particulièrement allongés et robustes. Ce qui a poussé en fait Nizar et son équipe à suggérer que ce dinosaure était un dinosaure majoritairement aquatique qui devait se déplacer surtout dans l'eau, nager dans l'eau, se nourrir dans l'eau. Alors quand même, j'aimerais ajouter le fait que le côté semi-aquatique, le mode de vie semi-aquatique des Spinosauridés avait déjà été suggéré par une équipe dirigée par le paléontologue français Romain Amiot, sur base en fait des isotopes d'oxygène, oxygène 18, au niveau des dents des Spinosauridés, qui montrent donc un mode de vie plutôt semi-aquatique qu'un mode de vie terrestre. Donc on savait déjà que les Spinosauridés étaient piscivores, on en a des preuves directes. On savait également que les spinosaures étaient semi-aquatiques. En revanche, là, ces découvertes de Spinosaurus publiées dans les 2014 démontrent le fait que Spinosaure était non seulement adapté à un mode de vie aquatique, mais également devait être quadrupède. Et ça, c'est tout à fait particulier, parce qu'il n'existe aucun théropode quadrupède à l'heure actuelle, parce qu'il faut savoir que les oiseaux sont des théropodes, ce sont les descendants des théropodes actuels, ce sont les seuls dinosaures à avoir survécu à la crise crétacé-tertiaire il y a 66 millions d'années. Et donc, Spinosaure semble être le seul théropode quadrupède. C'est
Cette reconstitution proposée par Ibrahim et son équipe a été fortement critiquée. Il y a des paléontologues, des paléoartistes qui sont interrogés par rapport au fait qu'il s'agit bien d'une reconstitution qui est basée sur un seul et même individu et pas plusieurs individus qui pourraient avoir des stades ontogénétiques, donc des stades de développement différents, c'est-à-dire un juvénile avec un adulte. Des paléontologues qui sont interrogés sur le fait que s'agit-il en fait vraiment d'une seule et même espèce, parce que, alors c'est mon argument ainsi que celle d'autres paléontologues comme Sergio Chaevers, on estime en fait qu'il existait plus d'une espèce de spinosauridés dans les Kemkem. Et là, on va parler donc de cette autre espèce, Sigimasasaurus, qui a été décrite également en 1996 par Russell. Russell qui donc décrit des vertèbres cervicales connectées, articulées, et qui voit en fait un nouveau genre de théropodes d'une famille inconnue. Alors, ces vertèbres ont été redécrites il n'y a pas très longtemps, et les paléontologues ont démontré en fait que ces vertèbres appartenaient à un spinosauridé, un spinosauridé. Sigimasasaur serait donc un spinosauridé, mais un spinosauridé qui aurait vécu, donc qui serait contemporain à Spinosaure, mais qui serait une espèce différente, un genre différent. C'est basé en fait sur la proportion également sur l'anatomie des vertèbres cervicales qui sont quand même très différentes de celles qui ont été illustrées par Stromer en 1915. Et ça, par exemple, ça a été complètement rejeté par Ibrahim. Nizar Ibrahim estime en fait que tous les éléments décrits appartenant à des spinosaurinés de l'Albien et du Cénomanien au nord de l'Afrique, qui ont été trouvés dans le nord de l'Afrique, parce qu'on n'a pas seulement l'Égypte et le Maroc, mais on a également l'Algérie, la Tunisie, la Libye et même le Niger. Tout ça, ça appartient à la seule et unique espèce Spinosaurus aegyptiacus. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Donc ça, c'est d'après Nizar Ibrahim. Il n'y a pas 3 espèces, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule, absolument. Alors, tu dis 3 espèces, c'est vrai que moi, je me focalise sur 2 espèces. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'espèce Spinosaurus maroccanus, elle n'est pas reconnue par les paléontologues. Personne ne reconnaît celle-là. Pourquoi? Parce que dans les diagnostics, la proportion des corps vertébraux, on sait très bien que ça peut changer en fait par rapport à la position des vertèbres au niveau du cou, en fonction de la position en fait dans le squelette. Donc et puis aussi donc le museau qui a été référé à Spinosaurus maroccanus ne montre en fait aucune différence, mais vraiment aucune différence. Même les éléments de la mâchoire, du dentaire ne montrent vraiment aucune différence par rapport à ce qui est connu dans le lotype. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de museau, on ne connaît pas la mâchoire supérieure chez Spinosaurus aegyptiacus d'Égypte. En revanche, on sait qu'il y a des dentaires, et donc les dentaires qui ont été décrits par Russell, par exemple, qui ont été référés à cette espèce Spinosaurus maroccanus, ne montrent aucune différence, et il le note lui-même, aucune différence avec le matériel d'Égypte. Donc cette espèce maroccanus, elle est rejetée par la grande majorité des paléontologues, donc moi. En revanche, Sigimasasaur, ça c'est une autre chose. Sigimasasaur est reconnu en tant qu'espèce de spinosauridés différente de Spinosaurus aegyptiacus, et donc c'est basé surtout sur l'anatomie des vertèbres cervicales. D'après Evers, en fait, il y a trop de différences entre ces vertèbres cervicales et dorsales et celles que Stromer a décrites dans les années 1915. Et pourquoi en fait, donc ça c'est Nizar Ibrahim a publié 2 papiers très importants récemment, un sur les faunes et la géologie et la stratigraphie des Kemkem, où il rejette complètement le genre Sigilma. Il dit, lui, qu'en fait, toutes les différences qui se trouvent dans les vertèbres cervicales, eh bien, ce sont soit des différences qui peuvent s'expliquer par une variabilité intraspécifique, c'est-à-dire
Mais je me permets de t'interrompre rapidement, c'est juste pour dire que donc tu nous as fait vraiment un historique extrêmement précis et de cet historique, on sent qu'il y a une chose enfin il y a une chose qui tente à revenir et c'est vraiment le fait que comme il n'y a pas d'holotype, comme l'holotype n'est pas préservé, en fait, bah, j'ai l'impression on est un peu dans la mouise quand il s'agit d'attribuer le matériel qu'on trouve dans les Kemkem. C'est un des problèmes qui a été soulevé par Serge Ocha-Evers, qu'il y a quand même une immense distance entre les Kemkem et le gisement égyptien. Il y a quelque chose comme 3000 ou 4000 kilomètres. 3000, Et du ouais, coup, ça, 3200. et du coup, ça pose problème pour l'attribution du matériel. C'est-à-dire que quand on parle de Spinosaurus aegyptiacus, au final, on n'est même pas sûr qu'on parle du même spinosaure que celui que Stromer a décrit. Donc c'est ce qui a l'air de ressortir en fait de ce débat sur combien il y a d'espèces de spinosauridés en Afrique du Nord. Le problème, c'est que le matériel de référence qui était l'holotype de Spinosaurus aegyptiacus étant perdu, on est un peu en roue libre, quoi. Est-ce que je me trompe? Non, absolument, c'est exact, c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, je veux le signaler, le fait que les planches de Stromer sont très détaillées, sont bien faites, la description est très bien faite également. Donc, il est quand même tout à fait possible de comparer tout matériel qui a été trouvé et qui a été référé à Spinosaure avec celui qui a été décrit par Stromer en 1915. Même si celui-là a disparu, quand même, on a vraiment des données très précises. Mais c'est vrai que Evers rejette ce néotype. En effet, comme tu le dis très bien, parce que normalement, quand tu désignes un néotype, c'est un animal qui doit se trouver généralement dans les mêmes dépôts et dans une situation géographique relativement proche de l'holotype. Chose qui est rejetée aussi par Ibrahim parce qu'il dit très bien qu'il y a des espèces actuelles qui ont une répartition géographique immense, qui sont séparées par des milliers de kilomètres et qui appartiennent bien à la même espèce. Donc ça, il rejette ça. Donc cette distance, il la rejette complètement par rapport à ça, par rapport à la distribution géographique des espèces actuelles. Ce que dit également Evers, c'est que il pose question, il se demande si le néotype est bien basé sur un seul individu. Et puis, je regarde un peu mes notes, Evers et ses collègues, ce qu'ils rejettent aussi un peu, ou ce qu'ils critiquent, c'est que le néotype est quand même basé sur des éléments qui ont été d'abord et avant tout collectés par des marchands qui ont été achetés. Donc, ce qu'ils disent en fait, c'est qu'on n'est absolument pas sûr de savoir si le néotype est basé non seulement sur un seul individu, mais surtout aussi sur des éléments qui appartiennent au même site. Et ça, encore une fois, ça a été tout à fait rejeté par Nizar Ibrahim, qui démontre en fait que tous les éléments appartiennent bel et bien à un seul individu. Il critique ça parce qu'il a de très bons arguments. Il dit qu'en fait, tous les éléments qui ont été trouvés ne sont pas... Alors, je vais essayer de... Attends, je trouve le... Il n'y a pas de duplication des opères, par exemple. Il n'y a pas de le néotype, juste pour mettre au clair, le néotype, c'est le nouveau spécimen que Ibrahim a décrit en 2014. Correct. Et la queue qui vient d'être décrite appartient aussi au néotype. Donc elle a été collectée. Donc elle a été collectée à un autre moment que le reste du matériel, mais il y a quand même de bonnes raisons de croire qu'elle appartient au même spécimen. C'est même certain. Déjà, c'est une queue qui a été trouvée sur le même site. Donc, c'est une continuation des éléments qui avaient été trouvés et qui ont été décrits en 2014. Donc, non, cette queue appartient sans aucun doute à l'individu, au reste de spinosaures qui ont été décrits en 2014. Donc là, en fait, Nizar discrédite complètement tous les arguments d'Evers en disant qu'il est absolument certain que tous ces éléments qui définissent le néotype appartiennent bel et bien à un seul individu. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de duplication des opères, un argument très important quand même, parce que s'il y avait d'autres individus, il serait tout à fait logique de trouver plusieurs os par exemple, d'un tibia, d'un fémur et tout ça, on en trouverait 3 plutôt que 2. Non, là, c'est certain, il n'y a aucune duplication des opères. 3 tibias, ce serait emmerdant. Ouais, pour un tibia, voilà, exactement, pour je sais pas, un museau, bref. Pas de duplication des opères, les recouvrements, il n'y a pas de recouvrement dans les os, donc on ne trouve pas non plus les mêmes os, les mêmes exacts os sur ce site.
Je dis bien par là, donc par exemple, si on devait trouver un prémaxillaire, on n'en a pas trouvé un autre. Donc, il y a ça. Et puis, tous les éléments viennent du couche dont la sédimentologie est particulière. Donc, qui, je ne sais pas exactement, mais qui aurait des couleurs particulières, qui aurait une lithologie, comment tu dis ça, une composition particulière. Donc, on peut vraiment voir que tous les éléments appartiennent bel et bien à la même couche. Et il y a vraiment très peu de chances, en fait, qu'il s'agisse d'éléments qui auraient été trouvés autre part, ailleurs. Et puis, Nizar Ibrahim fait tout à fait confiance au collecteur. Pas du tout l'impression que le collecteur lui a menti. En effet, il constate. Et il y a aussi des éléments qui ont été trouvés par le collecteur qui s'articulent, qui se joignent très bien avec des éléments qui ont été trouvés par Ibrahim et son équipe. Donc voilà, Nizar rejette complètement toutes les accusations, tout ce qu'a pu dire Ever. Et donc, il accepte non seulement le néotype, évidemment, et il rejette aussi la présence d'autres spinosauridés dans lesquels. Oui, d'accord. Donc pour lui, son spécimen qu'il a publié en 2014 et dont il vient de publier la queue, c'est la nouvelle référence pour Spinosaurus, Egyptiacus. Et au passage, il fait d'une pierre deux coups, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'autres espèces que Spinosaurus Egyptiacus. Donc exactement. finalement, Et puis, ce qu'il dit, c'est que maintenant, le néotype est plus complet que l'holotype. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a plus d'éléments. Par exemple, la queue n'était pas connue. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle publication des vertèbres caudales de la queue de Spinosaurus est très importante aussi, parce que la queue de Spinosaurus n'était absolument pas connue. Et ce qu'elle démontre, alors je ne sais pas si je peux parler de ça maintenant, mais elle démontre que la queue était tout à fait particulière aussi. Les épines neurales des vertèbres caudales sont très très allongées. Et les chevrons, donc ces petits os qui se trouvent en fait dans la partie ventrale de la queue, qui sont des os longs, assez petits, qui pointent vers l'arrière, sont très longs également. Et donc Ibrahim et son équipe suggèrent en fait que cette queue est bien très similaire en fait à une queue de triton actuelle. C'était un moyen de propulsion dans l'eau. Donc c'est un nouvel argument pour dire que le spinosaure était aquatique, même pas semi-aquatique, aquatique, et qu'il utilisait cette queue à des fins de propulsion, comme un crocodile actuel en fait, et qu'il devait l'aider aussi à se stabiliser dans l'eau, chose qui avait déjà été proposée d'ailleurs par d'autres scientifiques comme Gimsa, qui voit dans cette voile dorsale chez Spinosaure un moyen de se stabiliser dans l'eau, et par exemple lorsqu'il devait chasser et donc de déplacer son cou très rapidement pour attraper des proies, eh bien c'est un système qui devait stabiliser l'animal dans l'eau. Chose qu'on voit également par exemple chez des poissons, par exemple comme l'espadon, qui montre aussi une nageoire dorsale très allongée. Donc ça, c'est la découverte qui a été faite tout à fait récemment, une queue qui ne s'apparente absolument pas à toutes les queues qu'on connaît des théropodes proches, comme tyrannosaures, comme allosaures, comme cératosaures, et qui montre en fait que le spinosaure est super spécialisé à un mode de vie aquatique, non seulement à un régime piscivore, mais également à un mode de vie particulièrement aquatique, chose qu'on ne retrouve en fait chez aucun autre théropode en avion. D'accord. Il y a aussi une autre particularité de ce qu'ils disent dans l'article. Une autre particularité de cette queue, c'est qu'elle est absolument pas rigide. C'est-à-dire que la plupart des théropodes ont une queue qui est assez rigidifiée. Et là apparemment, les articulations entre les vertèbres, les zygapophyses, sont vraiment très courtes. Et du coup, ça fait des articulations très lâches. Donc la queue devait être beaucoup plus mobile que chez un théropode standard. C'est exact, et d'ailleurs, en fait, ils ont essayé de quantifier le potentiel de propulsion de Spinosaurus comparé à
à celle d'autres théropodes sur base de l'anatomie, de la surface de la queue elle-même. Et ce qui montre en fait, c'est que Nizar montre en fait que la poussée de la queue est 8 fois supérieure à celle d'autres théropodes en moyenne. En revanche, celle du crocodile est supérieure à celle de Spinosaure, est supérieure à 1,5 à celle des poussées de Spinosaure. Mais donc oui, voilà, c'est une queue qui montre toutes sortes d'adaptations à un mode de vie aquatique. Donc c'était alors que Spinosaurus a été vu comme un dinosaure terrestre qui se nourrissait de poissons le long des berges des rivières. Là, Nizar Ibrahim le propose comme un animal tout à fait aquatique, quadrupède et aquatique. Bah justement, vu que tu parles de ce graphe, du coup, c'est ce fameux graphe. Donc, ils ont utilisé un modèle, une reconstitution de la queue en PVC de Spinosaurus. Et donc, ils l'ont testé, pas en soufflerie, mais en gros, c'est comme une soufflerie, mais avec de l'eau, quoi. C'est ça. Exactement. Et bon, déjà, on reconnaît le style National Geographic pour faire de la science, je trouve. Ouais. C'est plus visuel qu'autre chose, on va dire. Oui, mais c'est bien, c'est très bien parce que les gens arrivent à comprendre de cette façon. C'est quand même moins mathématique que d'autres publications, donc ça c'est très très bien. On va pas critiquer ça. Ouais. Oui, on le voit un peu avec la reconstitution de l'Allosaure et de Célophysis. On voit très bien que cette queue est déjà très longue, et très fine et donc très, très étroite ventre dorsalement, alors que celle de Spinosaure, avec ses traits, avec ses épines neurales très allongées, ses chevrons très allongés également, il est très long, a une queue similaire à celle des tritons actuels et des crocodiliens. D'accord. Et donc, ce qu'on voit sur le graphe, la thrust, c'est la traînée, du coup. Et efficiency, c'est l'efficacité, j'imagine, dans la propulsion. Donc, évidemment, plus on a de traînée et de propulsion, et meilleur on est à nager. Et comme il ne quantifie pour l'instant que la queue, du coup, meilleur on est pour nager avec la queue. Donc déjà, ce qu'il y a de bien dans ton historique, c'est que déjà on voit que c'est pas spécialement nouveau cette histoire de semi-aquatique. En fait, ce nouvel article, il ne démontre pas le mode de vie aquatique de Spinosaure, il enfonce le clou, quoi. Mais c'est un clou qui était déjà bien enfoncé. C'est exact. Oui, mais bon, on ne s'attendait vraiment pas à voir, personne ne s'attendait à avoir en fait des adaptations si poussées d'un dinosaure. C'est quand même incroyable. Déjà, les Spinosauridés sont très spécialisés dans ce régime piscivore. Ils ont toutes sortes d'adaptations qu'on ne voit pas chez d'autres théropodes, mais encore, Spinosaurus, c'est vraiment un niveau supérieur. Une queue très, très, très bizarre qu'on ne retrouve chez aucun théropode, des membres postérieurs très courts, une voile dorsale excessivement longue, ça aussi on ne le voit pas chez d'autres dinosaures théropodes. Mais en effet, le mode de vie semi-aquatique, ça, on le sait déjà depuis une dizaine d'années grâce à ce paléontologue français, Romain Amiot. En revanche, j'aimerais quand même le spécifier, ça c'est assez particulier. Dans son papier sur donc, le côté, les isotopes qui démontrent le côté semi-aquatique, le signal semi-aquatique des Spinosauridés, eh bien, il y a des dents de Spinosaurus qui viennent des Kemkem, enfin de Spinosauridés, de Spinosaurus d'après Nizar, qui montrent un signal plutôt terrestre. Et ça, c'est quand même particulier. Et justement, ça me conforterait dans cette idée que peut-être qu'il y aurait en effet deux espèces de genres de Spinosauridés dans les Kemkem, un qui pourrait être tout à fait adapté à un mode de vie aquatique qui devait vivre majoritairement dans l'eau, et peut-être une autre, Sigilmasasaurus, peut-être, alors ce sont des hypothèses, je ne le confirme aucunement, mais serait une espèce beaucoup plus terrestre, qui, elle, pourrait pêcher par exemple sur les bords des rives de rivières. Ça pourrait expliquer en fait sur le résultat qui a été obtenu par Amiot pour certaines dents de Spinosaurus, alors qu'au contraire, les dents de Suchomimus et de Baryonyx, ces Spinosauridés qui sont connus dans le nord de l'Afrique et en Europe,
montre vraiment un signal d'un mode de vie tout à fait semi-aquatique. Donc voilà, ça c'est pour ajouter des informations par rapport à ce côté semi-aquatique, aquatique ou peut-être terrestre de certains genres de Spinosauridae. Ouais. J'aimerais bien revenir sur le graphe parce qu'il y a un truc qui me chiffonne un peu dans ce graphe. Oui, C'est le vas-y. groupe contrôle. Le groupe Oui, contrôle est vachement semi-aquatique. oui. Et le contrôle, apparemment, c'est un modèle. Alors, la seule chose qu'ils disent à propos du groupe contrôle, c'est que c'est un cube. C'est un rectangle, en fait. C'est un rectangle. C'est Ouais, peut-être pas si étonnant, puisqu'en fait, c'est un rectangle qui, dont les proportions, c'est pas un rectangle qui est très fin et très allongé, si tu veux. C'est un rectangle qui est relativement haut. Donc ça, c'est pas si étonnant que ça. Hein. Justement, ouais, mais je sais pas. Moi, ça me tendrait à indiquer qu'en gros, le modèle qu'ils ont utilisé, la façon qu'ils ont utilisé pour tester justement les capacités, comment dire, l'efficacité de la nage de ouais. Spinosaurus, en gros. Pardon? Le potentiel de propulsion. Ouais. Ouais, le potentiel de propulsion de Spinosaurus, en gros, leur méthode tendrait à envoyer n'importe quel modèle plutôt du côté semi-aquatique que du côté terrestre, en fait. Et c'est pareil pour l'efficacité ici. Là, le contrôle, il est pareil, il est équivalent au crocodile, et là, il est équivalent au Spinosaurus de ce côté-là. Donc, moi, j'aurais bien aimé voir, en fait, ce serait plutôt un Uranosaurus ou un autre truc avec une crête dont on est à peu près sûr que la queue n'était pas flexible. Tu vois? Ouais. Parce, C'est vrai. parce que, Au randonneur, je ne sais pas si les épines neurales de la queue sont particulièrement élevées et allongées. En revanche, c'est bien que tu parles de ça parce qu'on peut aussi dire qu'il y avait d'autres dinosaures, pas les théropodes, mais d'autres dinosaures qui montent une sorte de voile au niveau de la queue, comme si je ne me trompe. Hein. Si je ne me trompe, Protoceratops ou Psittacosaurus. Je crois que c'est Protoceratops. Ou alors en fait des cératopsiens basaux. Je me rappelle en fait qu'il y en a une qui montre vraiment une sorte de voile encore une fois au niveau de la queue. Et ça, on sait très bien que c'était des dinosaures terrestres en revanche. Donc ouais. Spinosaurus n'est pas la seule à montrer ça. Mais bon, Ouais. voilà. Bah, ça aurait été intéressant de les avoir dans ce graphe parce que du coup, ça aurait un peu rajouté de l'eau à leur moulin. Là, le problème, c'est que du coup, ça donne une petite impression de pas fini, quoi. Non, c'est Ouais, pas. c'est possible. Je ne sais pas du tout. Je t'avouerai que je ne suis pas très spécialisé. Ça ne m'a pas choqué, le contrôle. Euh, Peut-être que ce sera critiqué dans le futur. Mais en tout cas, moi, j'aimerais quand même dire que pour le moment, autant la reconstitution du squelette en 2014 a été très controversée. Beaucoup de blogs ont critiqué cette. Autant là, j'ai envie de dire quand même que la plupart des gens sont d'accord avec cette idée de cette queue. Enfin, personne ne peut rejeter le fait que cette queue avait cette forme-là, hein, parce que là, on voit très bien que les épines neurales des vertèbres caudales sont très allongées. Euh, En fait, cette queue aussi démontre le fait qu'il y a forte chance que les membres postérieurs, comme le fémur, comme les tibias, qui sont particulièrement courts, eh bien, c'est pas une anomalie, quoi. C'est vraiment une caractéristique de Spinosaure. Spinosaurus montre vraiment des adaptations à un mode de vie aquatique très, très poussé. Donc voilà, Ouais. ça supporte un peu l'idée de Nizar Ibrahim en 2014. Ouais. Non, j'ai peut-être tendance à être un peu trop critique à propos de cet article, c'est parce que dès la deuxième page, en gros, il dit un truc qui m'a pas plu. Vas-y, De vas-y. la deuxième page, bon, déjà, il survend beaucoup le fait que on n'a jamais découvert un truc semi-aquatique avant, bon, sachant que c'est pas, enfin, je veux dire, ils exagèrent un petit peu, je trouve, ce côté-là, le côté semi-aquatique, puisque déjà, il l'avait démontré, enfin, il l'avait déjà bien enfoncé le clou en 2014, mais bon, il y a aussi il y a d'autres espèces de dinosaures semi-aquatiques au Crétacé comme Liaoningosaurus, qui est un genre de, je crois, c'est un ankylosaure de Chine qui ressemble vachement à une tortue, qui est tout petit, qui est à peine ossifié et qui a du poisson dans l'estomac. Donc D'accord. donc on a quand même une bonne série de preuves aussi pour Liaoningosaurus. Puis après, Ok. ça. Bon, bref, il y a Hesperornis aussi, mais là, qui est un dinosaure avien pour le coup, Oui. et qui est vraiment de la fin du Crétacé, donc pas aussi vieux que Spinosaurus lui-même. Mais il y Il a y en a surtout surtout un truc une qui.
Oui, peut-être que tu vas parler de ça. Il y a surtout Ascaraptor ou Ascavenator? Ascaraptor, je crois. Ascaraptor. Ouais, mais alors Ascaraptor, c'est encore très débattu. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? Non, ça c'est un vrai. Hein. Il y a peu de doute. Franchement, tu Il y a vois peu le de doute. papier. Non, Parce que c'est vrai qu'il y avait le scan synchrotron du spécimen. Ils n'ont pas réussi à démontrer que c'était un faux. Et ils ont même trouvé une espèce de fissure qui traverse tout le spécimen et qui traverse beaucoup d'os dans le spécimen. Donc apparemment, enfin si c'était des faussaires, ce que disait Paul Taforo, c'est que si c'est des faussaires, ils ont pensé à faire une fissure qui casse tous les os de la même façon dans tous les sens, quoi, en gros. oui. Mais c'est vrai que l'aspect du truc est quand même hyper suspect. Mais bon. Oui, mais bon, Je serais pas surpris que dans un futur étonné. proche, finalement, on revienne dessus en disant ouais, non, peut-être pas en fait. Je crois justement pas. Il faut arrêter de critiquer des dinosaures pour leur bizarrerie, parce qu'on se rend compte en fait que l'évolution, ça peut amener à des animaux qui ont des adaptations très particulières avec Non, je crois donc qu'il faut vraiment pas critiquer la bizarrerie de certains animaux. Et là, en tout cas, pour Ascaraptor, ce que j'ai pu lire, c'est que, ah oui, comme tu l'as dit toi-même, le CD-scan ne démontre aucunement qu'il s'agit d'une posture. Parce que là, en tout cas, ils n'ont pas trouvé de colle et tous les aliments s'articulent correctement. Ils peuvent voir, franchement, que le squelette vient bien de. Parce qu'il est entouré de matrices, hein, de sédiments. Tous les sédiments appartiennent bien. Sont similaires dans leur lithologie. Donc non, vraiment pas. Franchement, Ascaraptor est certainement un animal qui n'a pas été reconstruit par des vendeurs. Encore une fois, c'est tout le problème aussi, c'est que ce dinosaure a été acheté sur le marché. Hein. Donc ça n'a pas été, Bah oui, c'est été ça. trouvé sur un site, malheureusement. C'est ça le problème, c'est que Spinosaurus aegyptiacus et Ascaraptor, ils ont en commun d'avoir justement cette bizarrerie morphologique, c'est-à-dire les proportions bizarres des membres postérieurs de Spinosaurus, et puis Ascaraptor, c'est tout le corps qui est bizarre. Ouais. Ils ont aussi en commun d'avoir été achetés sur le marché noir, quoi. Donc on est quand même en droit, on est quand même en droit de se poser des questions. Spinosaurus plus, hein, maintenant. Là, par contre, il faut franchement donner tout le crédit à Nizar Ibrahim. Tout ce qu'il a publié, c'est lui qui l'a trouvé sur le site. Hein. Sur un site, c'est lui qui l'a excavé pendant plusieurs années avec une équipe. Ascaraptor, ça c'est tout à fait différent. Ça c'est un seul spécimen qui a été vendu par François Esquier, d'ailleurs, si je ne me trompe. C'est toujours François Esquier, hein, il est toujours dans l'affaire, oui. Oui, mais en tout cas, voilà, le CD-scan n'a pas démontré le côté reconstitué de l'animal, donc tout porte à croire que c'est un seul et même individu, hein, un seul squelette pour Ascaraptor. Et donc, oui, je ne sais pas en fait où est-ce que tu as lu comme quoi le spinosaure serait l'unique théropode non-avien semi-aquatique, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en connaît d'autres comme Ascaraptor qui montrent toute une série d'adaptations. Là, c'est plutôt au niveau des membres postérieurs et antérieurs, à vrai dire. C'est plutôt, il aurait des nageoires au niveau des mains, quelque chose comme ça, puis un cou très allongé. Enfin, ça a été reconstitué comme une sorte de signe du Crétacé, en fait, Ascaraptor. Donc, des dinosaures semi-aquatiques, oui, on en connaissait déjà. On savait très bien que les Spinosauridés étaient semi-aquatiques. En revanche, une queue de cette façon, ça, on ne connaissait pas. Et donc, oui, tout à fait particulier et très intéressant aussi. Oui. Ouais. Bah, c'est là où j'avais entendu, enfin, c'est le côté, il a été vendu par National Geographic comme le premier dinosaure théropode semi-aquatique. Donc, voilà. Ça, c'est le problème. Si tu ne te réfères pas à l'article lui-même de Nature, tu peux lire beaucoup de trucs qui sont incorrects, certains. Ouais, mais j'aime bien critiquer la façon dont les découvertes sont vendues. Ça, Ah oui. ça ramène des vues sur YouTube. C'est quand même justement un journal hyper sérieux hein, où ils recoupent quand même leurs données. Et donc oui, en effet, donc c'est vraiment pas le seul théropode semi-aquatique. Alors par contre, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est que est-ce que les autres Spinosauridés avaient autant d'adaptation la queue, en tout cas, de cette espèce du Laos, Ichthyovenator, décrite par Ronan Alain, paléontologue français, ne montre pas des épines neurales aussi allongées au niveau de la queue. Donc, Et Baryonyx et Baryonyx, je ne sais plus du tout, je n'ai pas vérifié.
Je crois pas que, je sais pas si on a des vertèbres caudales avec des épines neurales si allongées, mais je ne crois pas. En tout cas, on sait très bien que la voile dorsale n'était pas aussi. Il y avait une voile dorsale, mais beaucoup plus courte. Donc des épines neurales relativement allongées au niveau des vertèbres dorsales. En revanche, pour les vertèbres caudales, j'en sais rien du tout. Je peux vérifier très rapidement si vous voulez, mais je crois vraiment que c'est un truc qu'on trouve uniquement chez Spinosaure. D'accord. Bah, pendant ce temps-là, je vais montrer. Toujours. Ok, bah donc c'est voilà, là c'est en rouge, c'est les morceaux qu'ils ont trouvés en 2014. En jaune, c'est les morceaux qu'ils ont trouvés en je sais plus quand. Et en bleu, c'est la nouvelle queue qu'ils viennent de décrire. C'est exact. Donc ce qu'on voit, c'est quand même ils ont surtout les parties postérieures. Donc ça met un peu de l'eau au moulin aux gens qui veulent dire que en gros les proportions des membres postérieurs par rapport aux membres antérieurs, elles pourraient être relativement fausses. Donc cette fameuse posture quadrupède, elle serait peut-être. Enfin, si on part du principe que les membres antérieurs n'ont pas été retrouvés en connexion avec le reste, donc leur reconstruction du squelette, elle n'est pas forcément juste. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc comme tu le dis, le squelette qui a été trouvé par l'équipe de Nizar Ibrahim, enfin excavé, ne compte pas de membres antérieurs, ou juste des éléments des phalanges, d'après cette reconstitution que tu montres. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'informations quant à l'anatomie des membres antérieurs. En revanche, ce que démontre cette reconstitution, c'est que ils ont trouvé quand même les vertèbres dorsales. Et les vertèbres dorsales sont quand même très grandes comparées à par exemple, au bassin. Ils ont trouvé également au moins une vertèbre cervicale. Et puisqu'ils disent en fait que tout ça, c'est un seul et même individu, il faut vraiment les croire. Ça démontre quand même, ce nouvel article démontre vraiment ces particularités des membres postérieurs très courts. Il ne faut plus remettre ça en question, je crois. Donc, en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas d'informations, et ça, c'est basé sur ce qu'on connaît des autres spinosauridés. Ça s'appelle de l'anatomie comparée. C'est normal d'utiliser des éléments d'autres spinosauridés proches. Pour Baryonyx, il me semblait bien. Donc, on n'a pas du tout la queue non plus. On a uniquement en fait les deux premières vertèbres caudales et dont les épines neurales ne montrent aucune élongation particulière. Ouais, et du coup, j'ai pas dit tout à l'heure le truc qui m'avait fait me sentir sceptique par rapport à l'article. On est passé sur autre chose. Ouais. Le truc qui en fait fait que je suis assez sceptique par rapport à cet article, c'est donc dans la page 2, ils annoncent en fait dès la page 2 que c'est le plus complet des squelettes du Crétacé, de théropodes du Crétacé trouvés en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Alors en fait, tu dois probablement penser à un Quebasaurus sans doute alors. Ouais, c'est un Quebasaurus où là, pour le coup, on connaît tout sauf la queue. Donc c'est presque l'inverse de Spinosaure. Ouais. Est-ce qu'ils disent que c'est pas le nord de l'Afrique plutôt que l'Afrique? Je l'ai écrit, hein, j'ai regardé pour voir en fait parce que. Non, c'est mainland. Ce qu'ils disent exactement, c'est the most complete skeleton of a Cretaceous theropod known from mainland Africa. Donc donc ils excluent Madagascar en fait, parce qu'à Madagascar ils ont des très beaux fossiles aussi. Exactement. Mais Nquebasaurus qui vient de l'Afrique. Ouais, Nquebasaurus qui vient d'Afrique du Sud, il est plus complet. Il manque que la queue pour le coup. Exactement. Et lui, c'est Berriasien, si je ne me trompe. Donc c'est ça, Berriasien. Bref, c'est le Crétacé inférieur. Nquebasaurus. Donc il est comparable. Donc ils sont gourés en effet. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc du coup, ça m'a un peu. En tant que paléontologue sud-africain, ça m'a un peu hérissé les poils sur la tête. Et du coup, à partir de cette phrase-là, j'ai été très sceptique du contenu de l'article. Donc peut-être trop. Je vois que tu ne partages pas mon scepticisme pour tous les aspects. Non, parce que le point quand même le plus important, c'est l'anatomie de la queue, qui ne peut pas être niée, parce que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé. Et puis, leur hypothèse comme quoi c'était une queue qui devait être utilisée comme moyen de propulsion dans l'eau, personne ne peut rejeter. Ça a l'air très, comment je veux dire, je ne sais plus le terme. Bref,
Ça semble convaincant, c'est ça que je voulais dire. Ça semble très convaincant. Maintenant, oui, en effet, ils sont trompés par rapport au théropode le plus complet du Crétacé d'Afrique. Ils ont oublié une Coebasaurus, ma foi. Ok, alors, et il y a aussi un truc que je voulais te demander, c'est, on a découvert il n'y a pas longtemps, enfin, on a découvert, il y a un nouveau spécimen de tyrannosaure qui vient d'être publié, RSM P2523.8, qui est apparemment un nouveau gros Tyrannosaurus Rex, plus gros que Sioux. Alors du coup, on va en revenir à cette bonne vieille question de qui c'est qui gagne entre Tyrannosaurus et Spinosaurus. Est-ce que ça fait toujours de Spinosaurus le plus gros des théropodes ou pas? Oui, si on parle donc il faut spécifier en fait. Si on parle de la longueur, très probablement. Si on parle de la robustesse, non. Ce nouveau spécimen de tyrannosaure, il n'a pas été proposé comme le plus grand, mais comme le plus robuste. Parce qu'en fait, c'est basé sur le diamètre, la circonférence du fémur, qui est le plus grand parmi tous les tyrannosaures, dont Sou. Sou pourrait être plus grand dans sa longueur. Sou, c'est entre 11 et 12 mètres, quelque chose comme ça. Ce tyrannosaure, ce nouveau spécimen, je ne sais pas à quelle taille il a été estimé. En revanche, il serait plus robuste et donc plus lourd. C'est ça qu'ils prônent dans leurs articles. En revanche, pour Spinosaurus, c'est toujours débattu, en fait. On revient toujours à la même chose. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'informations quant à la longueur de la queue, par exemple, à la longueur du crâne. Mais tout ça, ça repose toujours sur des restes relativement fragmentaires, des estimations. Les estimations, c'est toujours pour le moment, pour un spinosaure, entre 12, 13 mètres jusqu'à 16 mètres. 16 mètres, ça a été proposé par Dalsasso sur base de ce crâne. Ça a été constaté, je ne trouve plus le terme maintenant. Ça a été rejeté par Terrien Anderson, qui disent que le spinosaure devait plutôt avoir une taille de 13 mètres. Donc 13 mètres, c'est les tailles qu'on retrouve chez, non pas chez Tyrannosaure, mais plutôt chez Giganotosaurus et Carcharodontosaurus. Il nous faut tout simplement, pour répondre à cette question, des squelettes encore plus complets de Spinosaurus. Ce squelette qui a été décrit par Nizar Ibrahim, relativement complet, il semblerait que ce ne soit pas un animal adulte, c'est plutôt un subadulte, bien que ça pourrait être encore un animal qui a pu grandir encore. Celui-là, si je ne me trompe, il a été estimé à 10 mètres. Mais à cette époque-là, on ne connaissait pas l'anatomie de la queue. Maintenant, on commence à la connaître. Je ne sais pas s'il est plus long ou plus court. J'ai l'impression, il me semble en fait qu'elle est un petit peu plus courte que les queues complètes qu'on connaît pour Allosaure et Stylophysis et tout ça. Est-ce que ça réduit fortement la taille de Spinosaure? J'en sais rien. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que Spinosaure est un des théropodes les plus grands à avoir vécu. Et donc, il y a peut-être d'autres dinosaures carnivores comme Giganotosaurus, Carcharodontosaurus et peut-être aussi Tyrannosaurus qui ont été plus longs. Voilà. Ouais. Bah, et puis ce qu'il faut prendre en compte avec les estimations de body mass, enfin de poids corporel, c'est que c'est fait à partir d'extrapolation faite sur la circonférence du fémur. C'est ça. Généralement du fémur, sinon du tibia. Et le fait est que c'est fait à partir d'extrapolation d'animaux terrestres. Mais si Spinosaure passe du côté semi-aquatique de la force, les estimations de taille, de poids du corps sont plus du tout les mêmes, puisque les animaux semi-aquatiques sont beaucoup plus lourds que leurs équivalents terrestres. Pensez aux hippopotames. Les hippopotames, ils sont vachement plus gros que des animaux qui auraient la même corpulence, le même squelette, mais qui seraient 100% terrestres. Ouais. Donc tout ça parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui leur permet de soutenir leur poids. C'est bien pour ça que les baleines sont si grandes. C'est parce que comme on n'a pas à soutenir son poids sous l'eau, on peut se permettre toutes les fantaisies possibles. Exactement. Le jour où on trouvera un squelette relativement complet, on pourra dire, ben voilà, sur base de ce squelette, on a une taille de 10 mètres et on sait qu'il y a un museau qui est encore plus grand, donc on peut estimer la taille de l'animal à plus de 15 mètres, quelque chose comme ça. On pourra savoir ça dans le futur, quoi. Donc pour répondre à la question finalement,
qui gagne entre le tyrannosaure et le spinosaure. Bon, bah, en tout cas, à la brasse coulée, c'est spinosaure. Je pense qu'il y a d'intéressant avec cette publication et qu'ils n'ont pas vraiment insisté dessus, c'est que, comme tu le disais au début, trouver des restes articulés dans les Kemkem, c'est extrêmement rare. Et Très donc là, rare. trouver cette queue complètement en articulation, c'est la démonstration que même dans les Kemkem, on peut trouver des spécimens articulés. Et sachant la richesse fossile des Kemkem, ça ouvre des portes assez formidables. Exactement, tout à fait. Et on peut quand même rappeler le fait que bon, maintenant, Spinosaure est le théropode le plus complet des Kemkem. Dans les Kemkem, il faut le rappeler, c'est une diversité de théropodes énorme, puisqu'on sait qu'on a également Carcharodontosaurus, on sait qu'on a des abélisauridés. Les abélisauridés, par exemple, c'est uniquement connu par des restes très fragmentaires crâniens et des vertèbres aussi. Donc, si on pouvait trouver également un squelette articulé de Carcharodontosaurus, d'abélisauridés, on pense maintenant qu'on a des noasauridés dans les Kemkem, on a peut-être des dromaeosauridés, mais ça c'est vraiment pas certain parce que c'est basé sur des dents. On a d'autres théropodes qui sont très 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 fragmentaires. Carcharodontosaurus, ce serait magnifique qu'on puisse trouver également un squelette articulé. Mais il y a beaucoup de choses encore à trouver dans les Kemkem. Je crois d'ailleurs que Nizar Ibrahim va y retourner maintenant qu'il a un poste permanent de professeur à... Je ne trouve plus le nom de la ville, mais bref, pas important. Il y a de fortes chances, avec des finances du National Geographic, il pourra retourner dans les Kemkem et il pourra trouver d'autres trucs. Et peut-être que sa prochaine publication, ce sera un squelette articulé de Carcharodontosaurus. Et ça aussi, ça va faire la une des journaux. Parce que ça, c'est un autre animal qui est fascinant et dont on connaît vraiment très peu de choses. C'est encore très ouvert. Est-ce qu'il y avait deux espèces de spinosauridés dans les Kemkem et au nord de l'Afrique? Est-ce que le néotype de Spinosaurus correspond bien à l'holotype de Spinosaurus égypte? On ne connaît toujours pas les membres antérieurs, donc il serait vraiment pas étonnant de voir une autre publication de Nizar Ibrahim dans Nature par rapport à l'anatomie des membres antérieurs qui montrait encore toutes sortes d'adaptations à un mode de vie aquatique. Il y a encore beaucoup de choses à trouver par rapport à ce dinosaure. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en préparant cette interview, je constate qu'il y a vraiment de plus en plus de publications sur ce dinosaure. Donc, ce dinosaure devient un peu l'équivalent du tyrannosaure où tout le monde essaie de travailler là-dessus. Dès qu'il y a quelques os qui sont trouvés, il y a une publication qui sort. Il y a d'autres choses qui ont été publiées justement sur la voile dorsale de Spinosaure, d'autres éléments crâniens qui montrent une adaptation à un régime piscivore et aussi à un mode de vie aquatique, et toutes sortes de choses encore qui ont été publiées récemment et qui montrent en fait que Spinosaure est très très particulier, fascinant, et oui, on espère voir d'autres découvertes dans le futur. Et puis on espère voir tes sites, ton site internet et ta page Wikipédia updatée Ouais. récemment. Oui, il faudrait. Mais tu es une référence, il va falloir. Non, mais justement, j'invite les auditeurs, tous ceux qui sont passionnés par les spinosauridés, Spinosaurus, à actualiser le site internet parce que moi, en fait, je suis dans une phase où il me faut publier pour trouver un poste permanent de paléontologue parce que voilà. Julien, lui, a trouvé un poste permanent, ce qui est génial. Donc, lui, il pourrait se permettre de passer un peu de temps sur un site internet. Moi, il faut que je publie. Et là, je ne travaille pas vraiment sur les spinosauridés pour le moment. Je travaille en fait sur la peau des théropodes et des dinosaures, ce qui est très, très intéressant aussi, sur la peau écailleuse. Et donc, non, là, vraiment, toute mon énergie, je mets toute mon énergie dans des publications qui pourraient me permettre de trouver un poste fixe de paléontologue dans le futur. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui actualisent l'article Wikipédia, parce que c'est un article que j'avais écrit pour avoir le label article de qualité, qui est maintenant un article de qualité. Or, il est obsolète là maintenant. Donc voilà, quelque chose à faire.
Mais je t'invite, Julien, à me recontacter peut-être pour de futures découvertes, parce que normalement, il va y avoir une publication qui va sortir dans ces prochains mois qui révèle certaines informations à la diversité morphologique de la peau de certains dinosaures théropodes. On pourra parler de ça aussi si vous voulez. On ne peut pas automatiquement parler des spinosauridés, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes auxquelles on peut... dont on peut parler sur les théropodes dans le futur. Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Oui. Donc, sur ces bonnes paroles, on te souhaite de publier cet article sur la peau des dinosaures. Et puis, du coup, je pense qu'on peut se dire à très bientôt pour une interview sur l'évolution des écailles et des plumes, je suppose, parce qu'il y aura les plumes aussi dans le lot. Très intéressant aussi. Hein. C'est quelque chose hyper intéressant, hein, l'évolution. Donc voilà, teaser pour la prochaine interview du docteur Hendrix sur Entracte Science. La prochaine fois, on parle de l'évolution des plumes. Avec grand plaisir, grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours très, très gentil de ta part. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis du coup, on se dit à très bientôt. Ça marche, pas de souci. À bientôt, au revoir. À très bientôt, ciao. Et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.